Les ministres en charge de l'éducation au Bénin ont tenu ce mercredi 17 avril 2024 une conférence de presse avec les hommes des médias. Cette rencontre, inscrite désormais dans leur agenda, a pour but de partager avec les professionnels des médias les différentes avancées, les difficultés rencontrées, de même que les perspectives, notamment la question des enseignants AME et les préparatifs des différents examens. Pour ce qui est des enseignants AME, par rapport à l'actualité, vous avez tous suivi les mesures prises par le gouvernement il y a exactement quelques semaines pour améliorer les conditions de travail. Nous n'allons pas revenir là-dessus, puisque vous le savez tous. L'une des mesures, c'est la réintégration des 175 qui avaient observé un mouvement de débrayage. À ce niveau, on nous demande comment cela va se faire et quand cela va se faire. Nous avons reçu une délégation des intéressés et nous avons échangé sur les modalités. La première conséquence de cette mesure, c'est qu'ils sont immédiatement réintégrés dans la base de données. L'autre mesure, c'est qu'ils sont prioritaires dans le déploiement en fonction des besoins nouveaux. Et à ce niveau, nous nous sommes entendus avec eux pour que déjà, dès maintenant, les besoins qui sont présents, on puisse donc puiser parmi eux ceux qui ont les profils correspondants. Et ceci a déjà commencé. L'autre question relative toujours au sujet des AME, c'est leur reversement dans la fonction publique en tant qu'ACDE. Je crois qu'à ce niveau, à plusieurs reprises, les membres du gouvernement ont martelé que le principe est acté, la décision est prise et cela va se faire. Ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est juste les modalités pour nous assurer que les choses se passeront bien. Donc je voudrais profiter de cette tribune pour réaffirmer que cela va se faire. Les examens de fin d'année. Nous avons enclenché la préparation des examens de fin d'année il y a quelques mois. Je vous parlerai juste du BPC et pour vous dire que les préparatifs se passent très bien. Les inscriptions sont déjà terminées. Nous avons même atteint un niveau record d'inscription de nos candidats en moins de 3 semaines. Tout simplement parce que depuis déjà 4 ans, nous avons dématérialisé les inscriptions aux examens. Donc, fort de cela, en moins de 3 semaines, nous avons pu inscrire tous les candidats. Nous avons en tout 124 872 inscrits contre 121 844 l'année dernière. Nous avons donc un léger accroissement de 3 028 candidats. En termes de proportion, ça représente 2,49%. À ce niveau, il faut noter que des 124 872, nous avons 63 169 hommes ou garçons et 61 703 filles. Pour les filles, ça représente une augmentation de 3,99% parce que l'an dernier, elles étaient 59 333. Pour les garçons, une augmentation de 1,05% parce qu'ils étaient 62 511 l'an dernier. Les examens techniques également se préparent très bien. Et celui qui s'annonce dans quelques jours, à partir de lundi prochain, c'est le CQM, le certificat de qualification professionnelle. À ce niveau, nous avons plus de 30 000 candidats, 31 000 et quelques candidats. Donc l'examen va commencer lundi prochain
et nous travaillons en étroite collaboration avec la Chambre des métiers de l'artisanat et le ministère des petites et moyennes entreprises. Les autres examens techniques également se préparent très bien. Nous n'avons aucun problème, les choses se passeront très bien. Très bien, vous rassurez-nous cela. La formation des ACDPE, qui a commencé depuis décembre 2023 et qui doit normalement s'achever en fin d'année scolaire. À ce niveau, tout se passe très bien. Je vous rappelle que le lancement de la formation a eu lieu le 22 décembre 2022. Nous avons eu depuis lors 5 regroupements de 2022 à 2024. Les modules de formation des tuteurs ont été élaborés en août 2023. La formation des tuteurs a eu lieu en février et mars 2024. Et actuellement, les écoles normales supérieures s'attellent aux inspections de qualification. Lorsque nous sommes à cette étape, ça veut dire que la formation tend à sa fin. À ce niveau également, je puis dire que globalement, nous sommes satisfaits de l'évolution de cette formation. Nous attendons le terme pour faire une évaluation finale et procéder donc à la mise en formation des PA. Justement à ce niveau, je sais que c'est une préoccupation de nos collègues parce que tout le temps nous recevons des requêtes à quand la formation. Je puis vous rassurer que les préparatifs pour mettre en formation ces derniers sont en cours. Nous avons eu déjà plusieurs rencontres techniques. Actuellement, il y a un comité mixte que nous avons mis en place et qui travaille d'arrache-pied. Je dis mixte parce que ce comité est composé aussi bien d'administratifs que de représentants syndicaux. Je vais terminer en parlant des élections professionnelles. Je ne l'avais pas annoncé, mais c'est aussi d'actualité. Vous avez suivi avec nous que nous avons organisé dans le secteur de l'éducation les élections professionnelles sectorielles. Donc au niveau de tous les ordres d'enseignement, et notamment au niveau du MES-TFP, les choses se sont globalement bien passées. Et nous allons donc exploiter les résultats de ces élections pour mettre en place les CAP, entendez les commissions administratives paritaires qui se chargeront donc d'examiner divers dossiers, dont les dossiers disciplinaires et consorts. Depuis notre dernière rencontre, je peux dire que les inscriptions sont achevées, le premier semestre terminé, le deuxième semestre entamé avec le retour des congés de détente et les activités pédagogiques se déroulent très bien globalement sur nos différents campus. Pour ce qui concerne le cadre de vie des étudiants de façon générale, ce qui a évolué, c'est l'attention que le gouvernement porte au bien-être des étudiants. Et une commission a déjà fait son rapport sur l'état des infrastructures. À ce niveau, vous savez très bien, au niveau du supérieur fait partie de ce qui rentre dans la souveraineté de chaque État. Et on ne peut pas s'attendre à ce qui est des partenaires pour nous soutenir. Il n'y a que l'effort du gouvernement pour soutenir ce sous-secteur. Mais je dois vous dire que malgré ce principe qui est bien connu, de plus en plus ce sous-secteur aussi commence à recevoir de plein d'œil des partenaires. Ce qui est un bon indicateur de ce qui se fait à ce niveau interpelle et est bien salué de la part des uns et des autres. Alors, donc, pour ce qui concerne le bien-être des étudiants, ce comité a travaillé à identifier
un certain nombre de besoins en infrastructure que nous connaissons très bien. Que ce soit à l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou, les universités thématiques au niveau de l'Université nationale d'agriculture, l'Université nationale de sciences, technologies, mathématiques et ingénierie d'Abomey. Les infrastructures sont en construction. D'autres ont besoin d'un coup de rafraîchissement et de réhabilitation. Ce détail est bon. Le chef de l'État également a voulu comprendre alors ce qui se fait par cette commission, a donné des instructions très fortes pour que, en plus, il soit intégré les résidences universitaires qui deviennent également problématiques. Là où logent les étudiants doit pouvoir interpeller tout un chacun d'eux. Si notre environnement n'est pas sain, les études ont montré les impacts fâcheux sur ce que deviennent les habitants de ces milieux. C'est pour cela que le chef de l'État a été très sérieux vraiment sur ces aspects et qui ont été réintégrés à la mission de la commission. Et la commission dispose encore de quelques jours pour rendre compte de son rapport globalement au président de la République afin que le gouvernement puisse prendre une décision, aussi bien pour les résidences universitaires que pour les restaurants universitaires. C'est un élément important qui est intervenu après notre rencontre de la dernière. Je dois également dire que pour ce qui concerne maintenant les acteurs, les enseignants, lorsqu'on parle de milieu supérieur et qu'on parle de la qualité des formations, nous parlons des infrastructures, nous parlons des acteurs, les enseignants, en nombre et en qualité. Ce qui concerne le nombre des enseignants, vous êtes d'accord avec nous que le besoin est assez fort pour recruter les assistants au niveau des universités. Il existe maintenant le fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Et quand nous le disons, évitons de faire des amalgames. Nous ne disons pas que désormais, au niveau du supérieur, nous allons déployer les aspirants au niveau du supérieur. C'est la base qui contient ceux qui voudraient bien allons s'intéresser à cette pratique pédagogique au niveau des universités que nous appelons comme ça. Dès que la base les regroupe, les recense, nous lançons le recrutement et ceux qui sont issus de ce recrutement sont appelés des assistants. Et ce sont eux qui iront dans les universités. À ce niveau, pour cette première initiative, nous avons, si je peux me permettre de partager quelques données avec vous, ce fichier a enregistré un effectif de 3482 postulants. Et ces postulants ont déposé leur dossier en ligne. Il est important de revenir sur quelque chose qui est nécessaire d'être partagé avec nous. Nous avons la responsabilité de prendre en charge nos enfants. Et nous souhaitons que ces apprenants comprennent les consignes pour que, au terme de leur formation, le taux de réussite soit assez intéressant. Et désormais, dans les résultats des apprenants se trouve aussi bien leur contribution que l'influence et l'évaluation des encadreurs. Alors, il était intéressant de comprendre comment ces acteurs, ces futurs assistants enseignants comprennent-ils les consignes. Cette première édition nous a permis de noter que ce sujet mérite d'être encore renforcé au niveau de ceux qui veulent bien s'enseigner dans cette formation. Ainsi, sur 3482 candidats, nous avons globalement une liste définitive qui va sortir bientôt et qui révèle un chiffre d'environ 1400. 1400, donc, aspirants. Ça veut dire que le reste n'a pas pu passer ce filtre.
Et si je dois ouvrir un point de voie et dire que les différents jurys qui ont apprécié la qualité des dossiers et qui ont vu les contenus, ainsi que la délégation de l'organe actuel qui se charge de ces questions, la délégation au contrôle et à l'éthique, si ces instances devraient tenir compte des critères, laissez-moi vous dire que le taux, l'effectif global aurait pu être autour de 234. C'était ça. Mais compte tenu de cette première édition et des précisions qui n'ont pas été données à certains niveaux, nous avons pu quand même mettre en place une certaine dérogation. Ça veut dire que la prochaine édition ne va plus recevoir ce type de dérogation. Un dossier qui est mal monté va être irrecevable purement et simplement. Donc, je voudrais que vous gardiez ce chiffre qui va être d'ici quelques jours communiqué officiellement. Nous avons reçu seulement hier la réponse de la délégation au contrôle et éthique et nous nous apprêtons à sortir une publication de ces données. Ça, c'est important parce que ça fait l'objet de beaucoup de critiques et d'attentes. Je dois également vous préciser qu'à ce niveau, le problème qui était apparu entre-temps sur le critère d'âge a été bel et bien pris en compte. Donc, il n'y a pas de critère d'âge qui pourrait frapper les uns ou les autres. Au niveau des acteurs, même les enseignants, nous avons un nouveau code qui est appelé le code d'éthique et de déontologie, qui va devoir s'appliquer désormais à tous les enseignants pour les outiller, appeler leur attention sur leurs responsabilités. Donc, l'enseignant est amené à faire quoi de façon générale, de façon spécifique? Qu'est-ce qui est attendu de cet enseignant en termes de compétences, en termes de méthode pédagogique, en termes d'accompagnement des apprenants? Qu'est-ce qui est attendu de l'enseignant? Ça, c'est mis dans le code. Également, en termes de comportement éthique, un enseignant doit-il se retrouver dans des relations amoureuses avec son apprenant? Ça également, ce qui s'ensuit, vous le savez très bien, avec l'Institut national de la femme. Tout ça est précisé dans le code et le code a fait l'objet d'un atelier le mois dernier à Dassa. Ce code est pratiquement validé, adopté. Il ne reste que le gouvernement pour donc porter les dernières étapes afin de rendre le code alors disponible à tous les acteurs des universités. Pour finir, puisque le ministre de secondaire parlait de bac, nous organisons ensemble effectivement le bac. Et je puis vous dire que globalement, les préparatifs vont bon train et les statistiques qu'on m'a communiquées jusqu'à hier seulement montrent de ce que nous enregistrons pour cette édition, eh bien, 75 000, un effectif de 75 373 donc candidats, avec 32 537 donc pour les filles et le reste pour les garçons. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Par rapport à l'année dernière, il y a évidemment une tendance baissière puisque nous avons mis en place un certain nombre d'organes pour limiter les infiltrations malheureuses qui nous font perdre assez de temps et de ressources. Le deuxième trimestre a démarré début janvier et s'est également achevé normalement, c'est-à-dire sans accroc. Donc nous sommes au niveau du système éducatif béninois dans un contexte tout à fait normal. Il n'y a pas eu de perturbation, il n'y a pas eu de revendications portées sur la place publique avant que le gouvernement ne prenne les mesures à l'intention des aspirants au métier d'enseignant, évoqué tout à l'heure par mon collègue du secondaire. Je voudrais que nous retenions
que le gouvernement, aujourd'hui, est dans une logique d'anticipation. C'est-à-dire prendre des mesures pour prévenir les crises. Ceci étant, le deuxième trimestre échu a été essentiellement consacré au niveau du sous-secteur, en dehors de ce que nous venons d'évoquer comme situation particulière à l'intention des AME. Ce deuxième trimestre, au plan administratif, a été marqué par les préparatifs de l'organisation et du déroulement du certificat d'études primaires, session 2024. Et nous sommes restés dans la logique de 2023 à travers l'utilisation de la plateforme EducMaster. Ce qui concerne les inscriptions. Et cette opération nous a permis aujourd'hui d'avoir, pour le certificat d'études primaires session 2024, environ 256 968 candidats, contre 241 554 en 2023. Donc, soit une augmentation de 15 414, ce qui représente un taux de 6,38%. Qui vous souviennent qu'en 2023, c'est-à-dire entre 2022 et 2023, il y a une régression. Tellement le nombre d'inscrits au CEP. Également d'environ 6%. Mais des mesures ont été prises pour pouvoir corriger le phénomène et nous constatons que, en peu de temps, cette situation qui a mené les candidats à quitter le système avant terme a été corrigée. Ce qui justifie le fait que déjà, en moins d'un an, nous avons connu cette augmentation. Cela est également lié au fait que le système de suivi, le système d'encadrement a également connu d'amélioration. Le deuxième trimestre a été également marqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les élections professionnelles. Je voudrais insister là sur le fait que les élections professionnelles au niveau du sous-secteur des enseignements maternels primaires, comme au niveau du secondaire et au niveau du supérieur, ces élections ont été présidées par, au niveau de chaque sous-secteur, le comité ministériel qu'on appelait comité ministériel électoral. C'est-à-dire un comité pratiquement bipartite. C'est-à-dire une bonne dose de partenaires sociaux, c'est-à-dire des syndicalistes, et à côté, une partie de l'administration. Et c'est ce comité qui a géré ces élections-là bout en bout. Les ministres que nous sommes n'y avons pris part d'aucune manière. Nous sommes restés à l'écart de tout ça, parce qu'au niveau du comité, ils ont eux-mêmes nommé le président et les autres membres. Donc, ce qui se dit après ces élections doit pouvoir se gérer au niveau du comité. Et je vous assure, jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu, pour ce qui nous concerne au niveau du secteur des enseignements maternels primaires, de récrimination ou peut-être de demande d'aide du comité vis-à-vis de ces élections professionnelles. Quand le scrutin a été effectué dans une condition particulière, c'est-à-dire c'était un vote électronique. Et cela avait été également adopté par tous les candidats à ces élections-là, à travers leurs représentants au niveau du comité. Je voudrais insister là-dessus. Donc, ces élections-là se sont déroulées dans des conditions, je dirais, parfaites, même s'il n'y a pas de perfection dans ce monde. Par rapport à l'examen CEP, et c'est ce qui se fait en ce moment-ci, au-delà du fait qu'on a déjà les candidats, tous les travaux liés à ces examens-là sont en train de se dérouler également convenablement. Vous savez que beaucoup de choses entourent l'organisation d'un examen. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui,
Les préparatifs ne souffrent d'aucune insuffisance. Mieux, au niveau du sous-secteur d'enseignement maternel primaire, nous avons eu l'accompagnement du gouvernement. Nous avons prévu le renforcement de capacité des candidats au CEPE 2024. Cela s'est passé, je dirais, de 2017 à 2023. Qu'est-ce que nous mettons dans le renforcement de capacité? Et vous vous souvenez qu'en 2016, lorsque nous allons premier certificat d'études primaires, l'ère de la rupture, nous avons obtenu un taux de réussite au plan national d'à peine 41%. Parce qu'en ce moment, nous avons décidé de faire ressortir le niveau réel de nos apprenants dans nos écoles. Nous avons décidé de respecter les tests tels que les choses sont prévues. Même si en matière d'évaluation, en matière d'examen, le système de rachat est prévu, mais ce n'est pas tout le temps qu'il faut racheter lorsque vous voulez voir le niveau réel de vos apprenants afin de mettre en place le dispositif de correction. Donc, nous avons mis en application ce que les tests avaient prévu. Il fallait un minimum, disons, d'atteinte de développement de compétences avant de déclarer un candidat. Donc, on a juste appliqué les tests. Donc, à partir du CP 2017, nous avons mis en place un dispositif de renforcement de capacité des candidats tout au plus tard 1 mois avant l'examen. Et d'année en année, nous l'avons réussi. Et nous avons essayé d'innover en 2024. Parce que ce que se faisait, c'était des annales. Et ce qu'on appelle annales, c'est comme élaborer des documents qui contenaient des anciennes épreuves avec leur corrigé type, avec leur grille de correction, avec des commentaires qu'on distribuait aux écoles à candidats, et qu'on faisait également accompagner d'encadreurs qui partaient du niveau national, être renforcés par des encadreurs au plan local. Et ce que nous avons fait en 2017 et ainsi de suite pour améliorer les résultats. Aujourd'hui, on est autour de 80%, très souvent au-delà de 80%. Alors, la particularité de cette année, c'est que nous avons dit, ces annales ne seront plus seulement destinées aux écoles, mais chaque candidat, par cette année-là, aura droit à ce qu'on appelle cahier d'activité. C'est une forme d'annale aussi. Parce que dans ce cahier d'activité, il y a déjà des anciennes épreuves avec tout ce qui accompagne comme item, exercice à faire, et une plage est réservée, je dirais des places, des pages sont réservées au candidat afin qu'il puisse traiter lui-même ses épreuves avant de pouvoir retrouver dans l'annale de l'enseignant les corrigés types qui lui permettent de se réajuster. Et ce document, l'apprenant peut aller à domicile avec et continuer le travail à domicile seul, et à revenir demander les conseils, n'est-ce pas, des parents éclairés ou peut-être de répétiteurs ou peut-être de l'homme éclairé du milieu. Je raisonne en ce sens-là, en ces termes, par rapport à nos milieux ruraux. Alors, le gouvernement a prévu d'octroyer à chaque candidat de cette année ce document, qu'on appelle cahier d'activité sous forme d'annale. Ça, c'est la nouveauté que je voudrais que vous notiez. Les discussions sont en cours pour que dans les tout prochains jours, la distribution se fasse au plan national. Et toutes les écoles à candidats sont concernées, qu'elles soient écoles publiques, privées, et même les centres de formation qu'on appelle les écoles de deuxième chance. Donc, toutes ces écoles-là sont prises en compte. Donc, ça, c'est la nouveauté que je voudrais que nous notions par rapport à cette année. Et de ce point de vue, nous pouvons espérer que les résultats en 2024 vont s'améliorer. Cela n'empêche pas toujours que les encadreurs aillent sur le terrain. Et c'est prévu pour que début mai, ce travail-là se fasse. Donc, voilà ce que je peux vous présenter comme situation actuelle, les évaluations qu'on a eu à apporter entre novembre et aujourd'hui.
À la suite de ces différentes informations, une séance de questions-réponses s'en est suivie pour élucider les zones d'ombre des hommes de la presse. Mais puisque la préoccupation est exprimée, je dois vous assurer que les cantines scolaires au Bénin se portent très bien. En matière de taux de couverture, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous avons même dépassé les 75% de taux de couverture annoncé depuis, je dirais, 2018. Nous sommes rentrés dans une logique d'évolution, je dirais, à petits pas. De 51%, nous avons dit nous allons passer à 75%. Je me souviens qu'on est parti de 31% en 2016. Quand on parle de 31% de couverture en 2016, c'est parce que nous avons pris en compte les autres types de cantines qui existaient. C'est-à-dire, en ce moment-là, il y avait PAM lui-même qui avait ses écoles à cantine. Il y avait les partenaires techniques et financiers qui avaient un certain nombre d'écoles à cantine. Il y avait une ONG américaine, le CRS, qui avait également ses écoles à cantine. Et il y avait les cantines gouvernementales qui n'avaient en réalité que 7% dans les 31% total. Et à partir de 2017, en mettant ce programme-là en place, nous avons dit que nous allons passer de 31%, n'est-ce pas, à 51%, puis aller à 75%. Nous avons atteint cet objectif de 75%, je peux vous le dire, depuis au moins 2020. Aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner. Au-delà de ce, presque toutes les zones rurales sont couvertes en cantine scolaire aujourd'hui. Et les cantines scolaires qui fonctionnent 180 jours de l'année scolaire sur 180, contrairement à ce qui se passait où les cantines gouvernementales ne fonctionnaient que pendant 20 jours de l'année scolaire, les cantines scolaires, le repas scolaire servi aujourd'hui, soit dans environ au moins 85 ou 90% de nos écoles. Même en milieu urbain aujourd'hui, vous avez déjà des cantines scolaires. Même si c'est à titre pilote, le modèle en expérimentation en milieu urbain aujourd'hui, à Cotonou, à Porto Novo, à Calavi, c'est le même modèle qu'en milieu rural où on fait à manger à l'école aux enfants et on distribue à manger. Alors qu'en milieu urbain, le modèle pourrait être autre chose. Donc, ça ne veut pas dire que c'est à titre expérimental. Mais dans les milieux ruraux, dans presque tous les villages du Bénin aujourd'hui, je dis dans tous les villages aujourd'hui, nous avons les cantines scolaires. Nous avons les cantines scolaires qui fonctionnent comme cela se doit. Au point où, ce n'est pas un secret, on le dit souvent, au point où le Bénin aujourd'hui pratiquement fait la convoitise de plusieurs autres pays. Nous avons déjà reçu dans nos courriers, il y a la semaine écoulée, une demande d'un pays africain qui veut venir au Bénin s'inspirer de l'expérience du Bénin. Nous en avons au moins 5 demandes comme ça. D'abord, pourquoi? Parce qu'il y a un engagement politique en la matière. Nos cantines scolaires sont financées essentiellement par le budget national. Nous sommes partis d'un budget d'1 milliard. Je dirais moins d'1 milliard, parce que dans le milliard de 2016, il y avait 200 millions au moins pour le fonctionnement administratif. Il ne restait que 800 millions pour donner à manger aux enfants dans les écoles. Vous comprenez pourquoi les enfants n'avaient de repas que pendant 20 jours de la scolaire et aller voir encore quel type de repas était servi dans son temps. Aujourd'hui, l'année scolaire, les jours ouvrés de l'année scolaire, ça fait 180 jours. Et les enfants sont servis du premier au dernier jour. Nous sommes déjà dans les perspectives en la matière. Les perspectives, c'est de couvrir toutes les écoles publiques, les cantines scolaires, les 100%. Et on est en train de travailler pour ça. Et les décisions sont en train d'être prises pour que le financement, là également, ne souffre d'aucune insuffisance. Un partenaire qui veut, qui est intéressé, pourrait venir et dire, bon, nous, on est intéressé, on vous accompagne. Ce n'est pas pour rien que nous avons été désignés comme champions en la matière. Donc, aujourd'hui, rassurez-vous,
nous sommes au-delà de 90% si on prend seulement les milieux. En termes clairs, si vous prenez toutes les écoles en zone rurale aujourd'hui, il ne reste que 297 écoles seulement, ce qui correspond même au nombre d'écoles d'une commune, ou de 2 maximum, pour avoir les 100% en milieu rural. C'est extraordinaire que la communauté internationale salue. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire par rapport au taux de couverture. Nous avons un taux de couverture rassuré aujourd'hui et les décisions sont prises pour qu'il en soit ainsi pour que nous puissions avoir les 100%. Je réponds en même temps à la question de transfert de compétences. C'est vrai, le gouvernement a créé l'Agence nationale d'alimentation et de la nutrition. Et mieux, le gouvernement a pris un projet de loi sur l'alimentation scolaire et la nutrition qui est en cours d'étude à l'Assemblée nationale. Et ceci dans le souci de pérenniser les cantines scolaires. Lorsque ce programme-là est porté par une loi, un autre gouvernement ou d'autres gouvernements ne pourraient pas facilement remettre cela en cause. Donc, c'est pourquoi nous disons que c'est inscrit dans la pérennité, c'est inscrit dans la durée. Les députés ont eu même un séminaire là-dessus pour appréhender eux-mêmes le contenu et les contours de cette loi. Selon les indications, sous peu, cette loi sera votée à l'Assemblée nationale. Et c'est dans cette même logique que le gouvernement a dit on ne peut pas toujours confier cela à un partenaire, quand bien même il n'est pas défaillant. Quand même il est bien, donc cela relève de la souveraineté nationale. Surtout que c'est le budget national qui finance cela en grande partie. Alors, nous avons estimé qu'il faut créer une agence pour prendre cela en compte. Au-delà de l'alimentation scolaire, nous devons prendre en compte le volet nutrition. Voyez-vous, on donne à manger forcément aux enfants à l'école. On a mis en place des organes qui nous permettent de vérifier la qualité de ce qui est servi aux apprenants en fin de repas. Mais il y a un volet qui mérite d'être aussi pris en compte, c'est le volet nutrition. Le volet nutrition qui ne concerne pas que les apprenants de nos écoles, mais ce sont les plus intéressés, mais également toute la population. Les petits-enfants, les nourrissons, tous ceux-là qui ne sont pas bien nutris, alors il faut pouvoir faire attention à cela. C'est pourquoi c'est confié également à cette agence qui est créée, qui se met en place petit à petit, et qui va récupérer tout ce qui se fait au niveau du PAM aujourd'hui, et qui ira au-delà de l'alimentation scolaire, parce que ça va s'intéresser également aux femmes enceintes, va s'intéresser également aux enfants, même de moins de 2 ans. Tous les enfants, les petits-enfants, l'agence là va s'intéresser à ça. Vous voyez que ça va déjà au-delà des cantines scolaires. Alors, nous avons eu un certain nombre de réunions entre les responsables de l'agence actuellement et le partenaire PAM. Et nous continuons de travailler pour que le transfert se fasse dans de bonnes conditions. Que le transfert ne remette pas en cause, n'est-ce pas, les acquis actuels. En d'autres termes, retenons que nous n'avons pas le droit de faire moins que ce que nous faisons aujourd'hui. Nous devons faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui lorsque l'agence va récupérer. C'est pourquoi ce travail-là se fait de façon méthodique, de façon intelligente. Lorsque le PAM aura à céder et à se mettre de côté que c'est l'agence qui prend en charge la gestion des cantines scolaires depuis l'acquisition des vivres jusqu'au repas scolaire, alors qu'il n'y ait pas d'insuffisance. Et la coordination et les relations, les discussions se passent dans de très bonnes conditions. La question des OMI par rapport aux primes de rentrée. C'est vrai, c'est une situation que nous avons connue, que nous gérons depuis septembre. Depuis septembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de gérer la situation. Il y a eu des évolutions, vous l'avez reconnu vous-même, il y a des évolutions significatives
mais il ne demeure pas moins qu'il y a encore quelques insuffisances. Il y a eu des erreurs. Malheureusement, le ministre n'est pas spécialiste du tout et il ne peut pas non plus être dans toutes les structures. Comment ça s'est passé pour que les gens se trompent, n'est-ce pas, de compte en virant les primes, n'est-ce pas, dans d'autres comptes au lieu de les virer dans les comptes, n'est-ce pas, réels des enseignants. Là également, je crois que je l'avais déjà abordé un certain nombre de fois. Et ça nous interpelle tous, vous et nous. C'est vrai, hein, ce n'est pas tout le monde, mais nous avons encore des collaborateurs avec qui il faut encore travailler au plan éthique. Vous avez nos collaborateurs enseignants qui ont ouvert leur compte pour une raison ou une autre. Ils changent de compte, ils vont ouvrir ailleurs sans déclarer la fermeture du premier compte. Okay. Quand je dis pour raison ou une autre, on arrive souvent à découvrir pour quelle raison on a abandonné le compte pour aller en ouvrir ailleurs. Okay. Les services techniques du ministère, en commençant par la DSI, Direction des systèmes d'information, qui gère le volet informatique de ces dossiers-là, et la DEPAF, vous travaillent ensemble et sur la base des anciens fichiers, les autres, ils envoient seulement au trésor les listes, les numéros de compte et tout ça. Le trésor, de façon également naturelle, sans réfléchir, envoie les primes là où c'est. Et c'est d'après qu'on explique qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas reçu ces primes parce que c'est viré dans une banque, c'est viré dans une autre. C'est la situation qu'on a vécue jusque-là. Alors, comment ça se passe? C'est pourquoi j'ai dit qu'on a réussi à rattraper certaines situations, d'autres n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui se fait? Alors, quand c'est viré dans un autre compte comme ça, et dans une autre banque, le principe comptable et financier, je ne suis pas un, je parle en profane, eux autres, le banquier, lui, attend que le point soit fait globalement. De ce qu'elle a eu à payer comme prime, combien d'enseignants. Et c'est à la fin que lui fait le point. Et lorsqu'il fait son point, il savait qu'il y a des reliquats au nom de ci ou de ça. Lui, il renvoie cela maintenant au trésor. Et c'est le trésor maintenant qui doit pouvoir maintenant dire, bon, il faut encore repositionner. Et ça, nous sommes en train de suivre cette situation-là au niveau du trésor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le ministère qui vit les primes, encore moins les salaires. C'est le trésor public, sur la base des informations que nous avons communiquées. Si nous avons communiqué des informations erronées, c'est évident qu'il y a des situations du genre. Mais à mes collaborateurs, je leur ai dit désormais de faire attention. Peut-être, à quelques mois du paiement des primes, à partir de la rentrée prochaine, on va peut-être demander aux enseignants de confirmer par écrit, leur numéro de compte actuel. Pour qu'il n'y ait pas eu, parce que moi j'estimais au départ que bon, c'est un petit nombre, c'est quelques cent, mais c'est à l'au-delà, ça fait 700 personnes qui ont été concernées. Donc, mon régisseur central est pratiquement au trésor sur ce dossier-là presque tous les jours. Et la contrainte, c'est que les banques estiment avoir reçu. Maintenant, les banques disent, nous allons faire le point et retourner, n'est-ce pas, les reliquats pour ce qu'on n'a pas payé. Et ce n'est qu'à ce moment-là que, de façon qu'on n'a pas retenir qu'ils ont droit à leur prime. Il y a eu des erreurs qui sont commises, ils auront leur prime. Malheureusement, ça peut prendre un peu de temps, ce qui n'est pas encore le cas, mais c'est des acquis pour eux, ces enseignants-là. Et ils continuent de patienter. Moi-même, je suis le dossier avec le régisseur central, avec le départ, ils sont au trésor presque tous les jours, et avec le temps, cette situation-là sera conjuguée au passé. La question des enseignants B1, 11 qui sont bloqués. C'est une question également, c'est un problème qui a été évoqué à plusieurs occasions. Mêmes occasions, même avec les centrales et confédérations syndicales. Et ça, la réponse que moi je peux donner, c'est que c'est un dossier que nous irons
concert avec la fonction publique. Vous savez, les ministères sectoriels que nous sommes là, nous avons tout simplement, disons, la possibilité d'utiliser les agents de l'État. Nous sommes ministères utilisateurs. L'employeur, c'est la fonction publique. Même s'il y a eu des décrochages sur certains aspects, il y a des aspects soit sur lesquels seule la fonction publique détient la main. C'est pourquoi je vous ai dit, cette question a été évoquée en présence de notre collègue de la fonction publique qui est consciente de la situation, qui travaille avec ses collaborateurs sur ce dossier-là. Donc, ce n'est qu'une question de temps. C'est une question, je dirais, de droit acquis au plan professionnel. Et lorsqu'il s'agit de droit acquis, là également, comme je disais tantôt pour les anciens qui attendent leur prime là, il n'y a rien à faire, ça peut prendre du temps, mais ça va se régler. Vous avez parlé des infrastructures. Il n'est pas question d'aller sur un terrain, de se mettre à construire, non. Il y a beaucoup d'études préalables. D'abord, il faut identifier le bon emplacement. Ensuite, il y a beaucoup d'études préalables, de faisabilité. Vous savez tous que la question fondamentale, qui est celle de la mobilisation des ressources, est pratiquement évacuée. Donc, nous n'avons pas de problème de ressources. Il y a même des établissements où ça a commencé, parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire de nouveaux lycées. Il y a la réhabilitation, réfection des anciens lycées. Au lycée technique agricole de Inan, par exemple, si vous allez aujourd'hui, vous verrez que c'est un lycée qui est en chantier avec de nouvelles infrastructures. Nous avons l'école du numérique, des métiers du numérique, qui est déjà mise en place depuis deux ans et qui travaille et qui a fait sortir déjà près de 200 formés en matière de fibre optique et consorts. Actuellement, il y a une promotion qui est en cours de formation là. Et du côté du supérieur, là également, peut-être que la MCRS va en parler tout à l'heure, nous avons CMCity où il y a des formations qui se déroulent. Tout ça, c'est dans l'esprit de la stratégie nationale de l'UFDP. Alors, je puis vous rassurer que les études sont achevées pour la plupart et si vous suivez l'actualité, puisque vous êtes journaliste, vous aurez constaté que pour certains LTA, il y a eu déjà des avis d'appel d'offres internationaux pour donc recruter les prestataires qui vont se charger de construire ces lycées. Alors, je vous rassure que nous aurons les résultats tangibles, palpables d'ici là. Déjà, nous avons certains résultats en soft. Nous avons des rapports d'études qui sont déjà disponibles. Et maintenant, si vous voulez, donc les infrastructures, mis à part ce que je viens de dire, l'école des métiers du numérique, de LPA INA, où déjà la réflexion a commencé. Et bientôt, vous verrez donc tout ce qu'on a. Donc, je profite de cette question pour assurer les élèves que la stratégie est en bonne marche. Il y a d'autres questions. Il ne s'agit pas seulement de la construction des LPA, des écoles des métiers du numérique. Il y a toute une partie soft, par exemple les programmes de formation. Parce que là, nous travaillons sur les programmes de formation pour nous assurer que nos programmes sont aux normes internationales. Pour nous assurer que ça répond réellement à la philosophie que nous développons. Il y a également la question de la formation des enseignants. Les enseignants qui sont sur place sont en train d'être recyclés. Il y a un vaste programme d'ailleurs qui prendra tous en charge. Et vous savez très bien que nous avons mis plus de 600 élèves professeurs en formation à l'UNA, l'Université nationale d'agriculture de Kétou, où nous les formons en partenariat avec l'Université du KwaZulu-Natal.
Vous savez également que nous avons envoyé des dizaines d'enseignants en France depuis déjà 3 ans et qui sont pratiquement en fin de formation, ils vont bientôt revenir. Et ceux-là, c'est justement pour servir dans ces lycées et écoles. Bientôt, nous allons mettre dans les tout prochains jours certains professeurs, des dizaines également, en formation à l'ancêtre LOCOSA en collaboration avec des universités étrangères. Donc, la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'FTP est en cours et beaucoup de structures sont mobilisées, y compris donc les partenaires qui nous accompagnent là-dessus. Les cantines scolaires au secondaire, pourquoi pas? Oui, c'est une bonne idée. Les cantines scolaires, c'est une initiative gouvernementale. Vous avez bien suivi le nombre tout à l'heure. Il disait qu'on est à plus de 15% de couverture des cantines scolaires au primaire. Pratiquement toutes les écoles au niveau donc, des régions rurales sont couvertes et l'ambition c'est d'aller rapidement et progressivement à 100%. On est parti, je crois, de 30%, 31%. Aujourd'hui, on est à plus de 115%. Bientôt, on ira à 100%. Peut-être qu'après cela, on ira au secondaire. Pourquoi pas? C'est une ambition totalement légitime et je crois qu'en fonction des moyens du gouvernement, on pourrait aller donc au secondaire. Oui, les établissements privés. C'est vrai que l'an dernier, nous avons observé que certains établissements privés ont arrêté prématurément le cours. Nous avons dû prendre nos responsabilités en les rappelant à l'ordre. Ça ne suffit pas. Il faut des mesures coercitives. Je puis vous rassurer que cette année, nous avons pris des mesures pour nous assurer que cela ne se répétera pas, aussi bien dans le public que dans le privé. Nous mettrons à contribution toutes nos structures, y compris les directions départementales et nos structures de contrôle. Les textes qui président à la création des établissements privés ont également prévu des mesures coercitives. Les établissements sont tenus de respecter les programmes scolaires en cours. Donc, merci de rappeler cela ici. Et j'utilise donc cette tribune, l'espoir de votre question, pour appeler tous les établissements privés, tous les promoteurs d'établissements privés à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur au Bénin. La question du reversement des AME, c'était le premier sujet que j'ai évoqué. Nous sommes revenus là-dessus plusieurs fois. Et sur cette table, le membre, la DCRS, chacun en a parlé. Une fois encore, nous vous rassurons que la décision prise par le gouvernement sera bel et bien respectée. Les AME seront reversés dans leur intégralité, mais progressivement et en fonction donc, des critères qui seront donc définis au mieux des intérêts de notre école, de nos apprenants. Nous avons annoncé que nous commençons par les premières promotions. Je crois que c'est une décision qui est judicieuse et on va faire le reversement progressivement. Après les premières promotions, ce sera les promotions qui vont suivre. Donc, en fonction aussi de certains critères de qualité. Et une fois encore, nous vous rassurons que le reversement sera fait. Les AME qui sont dans la salle, ils ont certainement constaté qu'il y a déjà une opération de recensement qui a commencé à travers DICMaster en fonction donc des anciennetés, en fonction des diplômes et consorts. Ça là, c'est pour aller très vite dès que nous serons entendus sur les critères donc, de reversement. Cela est en cours. Le porte-parole du gouvernement, il y a quelques semaines, a rassuré que cela va se faire. Nous-mêmes, ministres en charge de l'éducation, ici, sur ce plateau, nous rassurons que cela va se faire. Pour le fichier, déjà, pour un peu les questions de sémantique, quand on dit fichier national des aspirants,
au métier d'enseignant du supérieur. Ça se comprend. Il y a une base qui va pouvoir recenser ceux qui veulent s'intéresser à l'enseignement au niveau du supérieur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore enseignants au niveau du supérieur. Ils sont dans une base et ils attendent le processus de recrutement pour pouvoir postuler. C'est ceux-là que nous appelons, pendant qu'ils sont en attente dans la base, on appelle aspirants parce qu'ils aspirent à cette fonction noble. Et l'innovation qui est en même temps attachée à cela est que avant ça ne se passait pas comme ça. Lorsqu'on lance le processus de recrutement, vous savez bien, chacun a toujours un mentor, a toujours une protection quelque part. Et vous le savez, qui a formé donc, ces assistants et qui ne voudrait pas les soutenir pour leur recrutement. Donc, finalement, c'est devenu un marché où, autour de chaque candidat, se trouve une multiplicité de personnes et qui tiennent à ce que ce soit donc, ces personnes qui passent. Évidemment, la conséquence, c'est que le processus va être fortement biaisé. On ne pourra pas s'assurer de ce que nous avons, in fine, les compétences, les profils recherchés. Ce seraient plutôt les personnes que nous pensons insérer dans le processus au lieu des personnes dont le processus a réellement besoin. Donc, ce fichier nous permet de lancer cet appel avec des critères très clairs pour permettre à nos postulants de s'essayer dans cet exercice de compréhension et de respect des consignes. Heureux de cette rencontre, ces autorités ministérielles souhaitent la pérenniser.